Bon, je vais commencer. J'ai appelé ma conférence Georges Braque, un génie silencieux. Je vais quand même commencer par ça. Et puis, je vous mets cette magnifique photo en fait de Georges Braque en train de travailler dans son atelier. Il était très beau. Je trouve il est devenu de plus en plus beau en vieillissant. C'est vraiment un magnifique vieil homme hein, à la fin de sa vie. Il avait un peu un côté star de cinéma, je trouve, à la fin de sa vie. Vraiment un très bel homme. Donc il est né à Argenteuil en 1882 et il est mort à Paris en 1963. Il est à la fois un immense artiste et un homme de grande discrétion. Voilà pourquoi j'ai appelé ça un génie silencieux. Et c'est une discrétion, et Madame vient de le dire, qui confine presque en fait à l'effacement. Il n'a jamais défrayé la chronique mondaine, ni mené le moindre tapage. Il n'était pas très présent dans les médias. On est très loin de Pablo Picasso, on est très loin aussi de Salvador Dali. Il n'a pas cherché à faire scandale et s'il a fait scandale, en fait, c'est à cause de la radicalité de son art. Au début de sa vie et de sa carrière, surtout lorsqu'il, évidemment, inaugure le cubisme, il y a scandale, mais ce n'est pas sa personne, en fait, qui fait scandale. C'est son art qui fait scandale. Par ailleurs, il a toujours refusé ce qu'on pourrait appeler les embrigadements. Il a été fauve, mais sans chercher véritablement à faire partie du milieu des fauves. Il est évidemment cubiste, mais on en parlera en menant en fait une aventure avec Picasso, mais finalement en se défiant assez d'un groupe des fauves et en se défiant assez des autres fauves. Il a refusé absolument toute récupération, toute adhésion à un mouvement. D'ailleurs, que ce soit un mouvement artistique ou un mouvement politique, c'est un homme qui est quand même éminemment libre que Georges Braque. Et dès, après la Première Guerre, évidemment, on reparlera de ce traumatisme de la Première Guerre, il s'est retranché petit à petit. C'est un homme de la solitude qui va vraiment œuvrer en solitaire dans son atelier et en poursuivant inlassablement son travail, un travail de pionnier comme il l'avait été au moment du cubisme. Les lettres au pochoir, les collages, le mélange d'huile et de sable, c'est quand même à lui qu'on le doit, même si on ne peut pas effacer évidemment la part de Picasso dans cette aventure. Cette œuvre n'a jamais attiré le grand public comme elle attire ses pairs. Euh, D'ailleurs, à part la période fauve, il n'y a pas de couleur éclatante en fait hein, chez Georges Braque, il n'y a pas peut-être le souffle et le constant renouvellement qu'on a chez Picasso, il n'y a pas le symbolisme de Marc Chagall. Donc c'est une œuvre qui se mérite, je vais y revenir aussi dans un instant. Le poète Blaise Cendrars avait vu juste quand il a désigné Braque comme un pur, hein, comme un janséniste, dont son monde est à la fois grand ouvert et secret. Et faute de retenir l'attention du grand public, il a retenu surtout celle des écrivains et des poètes, comme celle de Pierre Reverdy, qui est vraiment l'ami de toujours. Et Pierre Reverdy disait, si l'on veut arriver à l'art, il faut quelquefois commencer par l'homme. Oui, derrière l'œuvre de Georges Braque, il y a un homme. Parfois, quand on aime énormément une œuvre, on peut être déçu par l'homme. On peut aussi admirer un homme et puis être déçu par l'œuvre. Et là, vraiment, je vais parler en mon nom. Ce qui est assez extraordinaire avec Georges Braque, c'est que, donc personnellement, je ne suis jamais ni déçue par l'homme. Je suis émue en le disant, comme quand Madame la Présidente est venue me dire quelques mots. Tout d'un coup, je me dis, mais c'est fou ce que cet homme t'émeut, comme cet homme t'étreint. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Georges Braque pour que à ce point-là, il te remue les tripes, vraiment. Et j'ai du mal à trouver en fait un défaut majeur chez cet homme, tellement comme le dit Sandra, s'il est pur. Et évidemment l'œuvre d'un homme qui travaille, qui cherche, qui avance, hein, qui est toujours en mouvement de l'esprit. On n'entre pas dans sa peinture comme dans un moulin, on n'entre pas dans sa peinture en territoire conquis. L'amitié de ses œuvres ne se gagne que par un regard approfondi, que par le temps de prendre le temps, et c'est ce que je vous propose de faire ensemble, on va prendre le temps.
Il est né donc le 13 mai 1882 au 40 rue de l'Hôtel-Dieu. Hélas, donc, sa maison natale n'existe plus, donc ça a été quand même un choc pour moi tout à l'heure. Valérie m'avait prévenue, mais je m'attendais pas à ça quand même. À dire voilà, entre cajots et poubelles, c'est quand même effectivement un choc. Donc avec le panneau qui même a disparu, donc c'est vraiment feu, hein, la maison natale de Georges Braque. Et il reste, on vous l'a dit, pour seule mémoire, les tombes de ses parents et de son beau-frère dans le cimetière de la ville. Moi, je ne vais pas remonter à 1840, mais le grand-père de Braque était peintre en bâtiment et son fils Charles Braque aussi. Un père, Charles, qui était aussi peintre amateur et un peintre de façon assez traditionnelle et académique. Un artiste qui n'aimait pas beaucoup les impressionnistes, qui ont pourtant concouru évidemment à la renommée de cette ville accessible depuis Paris par le chemin de fer. Et voilà, je vous ai amené très célèbre, évidemment, vous connaissez tous, un clin d'œil, hein, le pont de chemin de fer de Monet, donc qui date de 1874. C'est exactement la date de la première exposition impressionniste. Et c'est une œuvre qui est aujourd'hui à Philadelphie. Il y a presque l'équivalent de cette œuvre au musée d'Orsay, si ce n'est qu'il n'y a pas le voilier, en fait, en bas à gauche. Et moi, j'aime beaucoup celle-ci de Philadelphie parce qu'elle montre ce contraste saisissant entre un monde de villégiature, de loisirs représenté par le voilier, et puis la modernité, qui est à la fois symbolisée par le pont de béton et de fer, et puis évidemment par le chemin de fer, qui d'ailleurs a fasciné Monet au-delà évidemment d'Argenteuil et de cette œuvre-ci. Donc voilà, petit clin d'œil. En 1890, la famille Braque va quitter Argenteuil pour Le Havre, qui est une ville en pleine expansion. D'ailleurs, on considère Georges Braque comme un peintre havrais et pas comme un peintre d'Argenteuil. Et c'est vrai que Le Havre a aussi une influence considérable dans sa vie. Charles Braque va créer sa propre entreprise. Georges Braque est scolarisé, mais il ne montre pas un très grand intérêt pour les études. D'ailleurs, il abandonne le lycée à l'âge de 17 ans en 1899. Il va commencer alors un apprentissage de peintre décorateur, et tout en prenant en fait des cours du soir dans l'école des beaux-arts du Havre, qui est une école municipale. Et il va y rencontrer deux artistes qui vont avoir une influence définitive, non, décisive, pas définitive, décisive sur le début en fin de sa carrière, qui vont l'encourager, qui vont l'entraîner. C'est Raoul Dufy et Othon Fritz. Braque ne se révèle pas un dessinateur brillant dans sa jeunesse, hein. Rien à voir avec le Picasso du même âge que à la Corogne, son père fait passer un examen à part pour entrer bien avant l'âge requis à l'Académie des Beaux-Arts de la Corogne. Même chose à Barcelone, et Picasso, qui est un gamin, donne des exercices d'entrée, de concours d'entrée tellement époustouflants que oui, évidemment, on l'admet, hein, presque tout môme, à peine sorti de l'adolescence, avec évidemment des étudiants qui sont beaucoup plus âgés que lui. Donc il n'y a pas ça en fait chez Georges Braque. Mais Braque sera toujours conscient de ses limites, évidemment, je le mets entre guillemets, dont il tirera une force. Moi, je le mets parmi les génies laborieux. Mais ça n'est pas honteux en fait que d'avoir besoin de travailler pour réussir. Dans ces génies laborieux, moi je mets Chardin et je mets Cézanne aussi, hein, de gens qui n'ont pas initialement de très grandes facilités, mais qui ont transformé ces facilités en un immense, ces non-facilités en un immense talent. Comme apprenti, il apprend le trompe-l'œil, faux bois, faux parquet, faux lambris, fausses pierres, faux marbre, évidemment, on le ressentira au moment du cubisme. Et pour obtenir une qualification d'artiste artisan qui transformerait ses 3 ans de service militaire en 1 an seulement, il va être envoyé à Paris dans une entreprise qui s'appelle Laberthe. Et là, il apprend à broyer les couleurs, préparer les supports. Il va aussi apprendre à mélanger la peinture avec du sable, de la sciure, de la limaille de fer. Évidemment, on va en parler tout à l'heure. Après son service militaire, sa décision est prise, il sera peintre. Il s'inscrit dans une académie qui s'appelle l'Académie Imbert, boulevard de Clichy, à quelques pas du Moulin Rouge.
Les élèves, ils sont très libres et ça convient parfaitement bien à l'esprit de Georges Braque. Il va y faire la connaissance de Marie Laurencin. Il y a une grande amitié, hein, quelque chose de très complice en fait qui s'est établi entre Marie Laurencin et Georges Braque, sans que, semble-t-il, il n'ait jamais été amant. Les amitiés hommes-femmes, évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose de c'est banal. C'était pas du tout banal à l'époque, hein. C'était quelque chose d'assez rare même que de pouvoir être ami homme-femme sans nécessairement être amant. Il va louer un atelier à Montmartre, il fréquente les galeries, il fréquente quelque temps l'académie de Léon Bonnat, qui est un peintre académique à l'école des Beaux-Arts. Beaucoup de jeunes artistes d'avant-garde ont fréquenté l'académie de Léon Bonnat. Toulouse-Lautrec, par exemple, il est allé chez Bonnat. Qu'est-ce qu'ils y ont vraiment appris? Je ne sais pas, parce que, alors certainement quelque chose, la rigueur, le dessin, mais ils disent tous avoir détesté finalement Léon Bonnat et la personnalité de Léon Bonnat, d'autant plus que Léon Bonnat, c'est un de ceux qui va vraiment lutter contre l'impressionnisme en disant des choses absolument épouvantables contre les impressionnistes et les nouveaux modernes. On a peu d'œuvres conservées pour cette époque de Georges Braque parce qu'il a détruit. Il n'était pas du tout satisfait de ses œuvres de jeunesse. Il disait que c'était des exercices immatures. On sait que ce sont essentiellement des marines. Et finalement, les choses vont commencer pour lui avec le fauvisme. J'ai mis 1906 pour Braque, mais évidemment, on peut aussi faire remonter ça à 1905. Je vais en parler, la découverte du Salon des Fauves. Donc 1906-1907, le fauvisme, la sensation colorée de l'espace. Et j'ai mis cette citation de Braque, le peintre pense en forme et en couleur. Et donc le jeune Braque va découvrir au Salon d'automne 1905 la cage aux fauves, la salle des fauves, qui a stupéfié aussi bien le public que la critique. Le mot fauvisme, il vient d'un critique d'art qui s'appelait Louis Vauxhall. Il va utiliser en fait dans son compte-rendu du Salon d'automne 1905, où Matisse, Derain et quelques autres exposent, deux formules choc. D'abord, il va dire, à propos de l'envoi de Matisse, une vierge chrétienne livrée aux fauves du cirque. Et un peu plus loin dans son article, il parle en fait d'une sculpture très classique d'Albert Marc qui est exposée au milieu des fauves. Il va utiliser cette expression au milieu des tons purs, Donatello chez les fauves. En fait, on sent bien à travers ces deux formules que fauve désigne deux choses. C'est aussi bien la réaction du public qui va hurler, c'est un scandale, hein. On traite les artistes d'oseurs, d'outranciers, de sauvages. Et puis, c'est évidemment la violence de cette peinture face à une critique, public et critique, qui évidemment ne s'y attendait pas toujours, du tout même. La couleur est libérée, elle est explosive, elle est violente. C'est une couleur qui n'est absolument pas objective, mais qui est totalement subjective, qui est une couleur intérieure, qui n'a rien à voir avec la vision, et qui est dans une conception. Et Matisse dit d'ailleurs, pour moi, tout est dans la conception. Ce que, évidemment, Georges Braque ne peut récuser. Pour lui aussi, tout est dans la conception. On parlera même d'abstraction pour les fauves. Par exemple, Maurice Denis dit, on se sent, à propos de ce salon des fauves, on se sent en plein dans le domaine de l'abstraction. Sans doute, dans les plus ardentes divagations de Van Gogh, quelque chose subsiste de l'émotion initiale de la nature. Mais ce qu'on trouve surtout, en particulier chez Matisse, c'est quelque chose de plus abstrait encore, c'est la peinture en soi, l'acte pur de peindre. C'est proprement la recherche de l'absolu. Le mot abstraction, on le trouve pour la première fois sous la plume de Gauguin, mais ne nous y trompons pas. Ce qu'on appelait alors abstraction, ça n'est pas la disparition du motif, de l'objet, c'est un écart résolu entre l'objet et la peinture, une réinvention de la façon de peindre effectivement ce que l'on voit. Braque, je vous l'ai dit, ne fera jamais officiellement partie du mouvement fauve de Matisse. D'ailleurs, il aura toujours des relations assez distantes avec Matisse, tout en reconnaissant évidemment hein, le génie de Matisse, ça c'est indéniable. Et il va mener en fait sa période fauve, qui est courte, quasiment en solitaire, même si c'est Othon Fritz qui va l'entraîner à Anvers en 1906
Et Braque va réaliser plusieurs vues en fait du port d'Anvers, comme celle-ci. Donc le port d'Anvers, c'est 1906. C'est une huile sur toile qui fait 38 par 46 cm et qui est conservée à Wuppertal. Braque est fasciné par Anvers parce qu'il y retrouve l'animation en fait du Havre de sa jeunesse. Il sait très bien capter la vie du plus grand port d'Europe déjà à ce moment-là. Il en donne une vision assez pittoresque. Et vous le voyez évidemment avec des couleurs très fortes, hein, très montées, comme on le disait, des tons montés, des touches de couleur pure. Mais ce ne sont pas des touches de couleur pure qui sont jetées librement sur la toile à la façon de gros points ou de grosses taches, comme on les a dès 1905 avec Matisse et Derain à Collioure. Je pense que vous voyez, hein, je ne l'ai pas apporté, mais vraiment cet effet presque tachiste, pointilliste, mais alors vraiment très grossi. Il y a d'emblée, en fait, chez Georges Braque, un très fort souci de la forme et un très fort souci de la construction. Vous le voyez ici avec ces lignes, par exemple, horizontales, vous voyez, qui se superposent hein, pour marquer l'espace, même s'il y a déjà l'abandon de la perspective, des lignes obliques, des rythmiques par les mâts des bateaux ou par les oriflammes. Je pense que vous pouvez voir cette construction avec d'ailleurs la ligne noire hein, qui mène cette construction. On n'en oubliera jamais le dessin, alors que Matisse et Braque feront quasiment disparaître le dessin au profit de la touche. À l'automne 1906, Braque part s'installer à l'Estac, hein, donc vraiment envers l'Estac, vous voyez, un petit port quasi industriel dans ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue de Marseille. On a parlé à ce moment-là des environs de Marseille. La lumière du Sud va agir comme un révélateur sur cet artiste originaire du Nord, du Havre. Il dit, c'est dans le Midi que j'ai senti monter en moi toute mon exaltation. Mais presque tous les artistes qui, du Nord, ont découvert le Sud ont dit ceci. Matisse dira exactement la même chose. Nicolas de Staël, qu'on célèbre en ce moment au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, dit exactement la même chose. Braque se rend à l'Estaque dans un hommage conscient à Cézanne, qui vient juste de mourir. Donc Cézanne qui a peint ce site de nombreuses fois dans les années 1880. Braque a une immense admiration pour Cézanne et il va mettre vraiment ses pas dans les pas de Cézanne. Braque va faire 4 séjours successifs à l'Estaque entre 1906 et 1907. Il y a réalisé une cinquantaine de peintures et quelques rares dessins. Il va travailler sur le motif, mais à vrai dire surtout travailler en atelier. Et là, je vous ai apporté Paysage de l'Estaque de 1906, qui est une huile sur toile qui fait 50 par 61 cm, qui est à Paris au centre Georges Pompidou. Vous voyez que Braque choisit des couleurs qui sont des couleurs très vives, qui font partie de la palette authentiquement fauve, évidemment des couleurs non imitatives, avec quand même un choix de rose et de violine qui appartient en propre à Georges Braque dans ces années-là. On voit aussi la construction du paysage. Vous voyez que le dessin ne s'efface jamais, la structure ne s'efface jamais au profit de la touche. Ici, il joue beaucoup sur des lignes qui sont des lignes très ondoyantes pour donner aussi cette impression de mouvance en quelque sorte du paysage, quelque chose de très sinueux. Il y a aussi d'emblée des effets un peu de coulisses. Vous voyez la façon dont, comme des rideaux de théâtre aussi, la façon dont les arbres se rapprochent les uns des autres, à la façon effectivement d'une mise en scène du paysage. La ligne de contour, on la voit bien, elle est parfois très épaisse. Il y a presque déjà un cloisonnisme dans cette œuvre-là. Et la cloisonnisme, on va le retrouver dans d'autres œuvres, comme ici, par exemple, de la même période. Paysage à l'Estaque, automne 1906. C'est une huile sur toile qui fait 60,3 par 72,7 cm, qui est à Chicago, à l'Art Institute of Chicago. Là, je pense que c'est frappant, encore une fois, on est dans cette sinuosité. On voit quand même comment des plans peuvent s'interpénétrer les uns dans les autres. Ça joue sur un très fort contraste entre les lignes droites qu'on a ici, vous voyez, au centre de l'œuvre, et puis tout le reste sinueux, les sinuosités des lignes de sol, les lancements aussi, évidemment, des troncs des arbres, même s'ils sont plutôt en ligne droite, quoique, et puis surtout les frondaisons. On a des plans de couleurs complètement mêlés qui fusionnent en fait les uns entre les autres.
Et puis quelques petites réminiscences un peu pointillistes ou tachistes, mais à la façon aussi de Matisse et de Derain à Collioure. Vous voyez les petites taches rouges ici, hein, pour les feuilles peut-être, aux fruits, le savoir des, des arbres. Les stacks, à nouveau, les titres sont un peu plus banals, hein. Les stacks 1906, c'est une huile sur toile qui fait 60 par 73 cm et qui est également à Paris au Musée national d'art moderne, donc à Pompidou. Quelque chose de beaucoup plus structuré encore, je trouve très proche quand même de Cézanne. On voit bien comment ce fauvisme en fait, de Braque résulte aussi du rationalisme de Cézanne. Et puis ici, alors ça là, je l'adore, hein. C'est à Paris au musée d'art moderne, l'Olivier près de l'Estaque, qui date de 1906, qui fait 50 par 61 cm. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle est très forte en couleur, elle est incroyablement lumineuse, avec des jeux aussi sur la transparence. On devine presque le support, vous voyez, par transparence de la couche picturale. Ça joue sur deux éléments très forts à droite et à gauche. L'élément construit, bâti de la maison, et puis l'arbre. Et vous voyez qu'ils sont cernés en fait par des lignes de cloison très épaisses. On le voit en particulier pour l'arbre. Dans cette idée de la ligne de cloison très épaisse, il y a une autre référence qui est très nette, c'est celle de Gauguin, le cloisonnisme en fait hein, de Gauguin, la ligne de contour qui fait plusieurs centimètres d'épaisseur. Et puis entre cet arbre et cette maison, vous voyez cette façon dont les plans se superposent, mais ici s'interpénètrent quand même encore les uns dans les autres. On n'en est pas encore à cet étagement plus drastique qu'on va regarder très vite, parce que ça va aller très vite en fait, hein. En quelques années, Braque va vraiment, comme avec des bottes de 7 lieues, franchir vraiment voilà, des chemins extraordinaires. Ce sont ces toiles qui conduisent Braque au Salon des Indépendants de 1907 et il est repéré par un très grand marchand qui s'appelle Wilhelm Uhde, U-H-D-E, qui est allemand, qui sera aussi un grand marchand du cubisme, qui sera un grand marchand pour Picasso. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que Picasso le remarque, puisqu'on a retrouvé un carnet dans lequel Picasso a noté son désir d'écrire à Braque. L'été 1907, Braque retourne dans le Midi, à La Ciotat, puis à l'Estaque, vers la fin de septembre 1907. Donc toujours ce retour à Georges Braque, à nouveau aller mettre vraiment ses pas dans les pas de Georges Braque. Et d'autant plus qu'il a certainement vu la rétrospective des aquarelles de Braque. Braque n'est pas seulement un peintre, pardon, des aquarelles de Cézanne. Cézanne n'est pas seulement un peintre à l'huile, il est aussi un extraordinaire aquarelliste, hein. Et les aquarelles ont un impact incroyable aussi sur cette jeune génération. Cette recherche justement de la transparence, d'être à la fois dans la construction et la transparence, le stable et l'évanescent. Peut-être qu'à cette époque-là, aucun peintre, à part Cézanne, ne l'a trouvé de cette manière-là, qui ne soit pas à proprement parler un impressionniste, parce que Cézanne n'est pas à proprement parler un impressionniste. Et donc Willem Oude va acheter 5 œuvres de Georges Braque, et à nouveau Picasso, pardon, excusez-moi, on est chez Bernheim, je peux bugger, hein. Non, excusez-moi. Les aquarelles de Cézanne ont été exposées chez Bernheim Jeune et Bernheim Jeune va aussi repérer les œuvres de Georges Braque. Ce sont des grands marchands de l'époque, grandes galeries de l'époque. Mais c'est bien si je décris celle-ci. Donc le viaduc à l'Estaque, automne 1907, huile sur toile qui fait 65,1 par 80,6 cm et qui est à Minneapolis. C'est une œuvre qui est à la croisée des chemins. La couleur est là, encore, forte, elle est subjective, elle est quand même moins vive, vous voyez, que dans les œuvres précédentes. C'est-à-dire que ça n'est peut-être plus tant la couleur qui retient l'attention que véritablement la construction de l'espace. Avec là deux effets, vous voyez, de coulisses, comme de rideaux. C'est vraiment une totale mise en scène du paysage, que ces frondaisons, que ces troncs et frondaisons à droite et à gauche.
On a évidemment le viaduc en bonne place comme un repère spatial. On a des collines au premier plan, des maisons, et on repère vraiment très fortement cette géométrisation qui va s'accentuer dans les années suivantes. Et puis également, vous voyez, la géométrisation des toits dans la partie supérieure avec une cheminée d'usine, parce que c'est quelque chose qu'on repère quand même beaucoup déjà dans les œuvres de Cézanne ou avant même des impressionnistes, que cette idée de la modernité, de l'industrialisation qui a pris aussi possession d'un paysage naturel. En plus, évidemment, ici, du pont construit. Bon, après tout, ça, les ponts, il y en a toujours eu depuis les Romains. Et si vous regardez aussi, c'est une nouvelle construction de l'espace par rapport à ce que l'on avait ici, où on sent quand même, ou peut-être, attendez, je vais vous le mettre ici. Vous voyez, par exemple, ici, on sent quand même l'avancée dans le lointain, ne serait-ce que parce qu'il y a deux petites figures, deux petits personnages, tout petits, hein, donc avec cette diminution des échelles. Donc, on a des repères quand même dans l'espace, on a encore des repères perspectives. Mais ce que va faire ici Georges Braque, c'est à la manière en fait de Cézanne de basculer complètement la perspective. On appelle ça un renversement de perspective. En fait, on n'est plus dans l'enfoncement dans le tableau, mais on est renvoyé au plat de l'œuvre, au plan, vous voyez, au plat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je fais ce geste-là parce que je crois qu'il faut un peu voilà, mimer, hein, mais on a fait basculer l'ensemble du paysage dans le plan et pas dans le lointain. Et Braque dit que Cézanne avait évidemment beaucoup pensé à ça avant lui. Il dit, Braque, il n'est plus question de lointain, et à partir de lui, c'est-à-dire Cézanne, il n'y a plus d'infini. Effectivement, on n'est pas dans l'enfoncement dans l'infini. Braque est revenu à Paris afin de voir la rétrospective Cézanne au salon d'automne, qui va évidemment encore nourrir sa réflexion, mais jusqu'au bout, hein, il y aura aussi Cézanne comme ça en esprit. La rencontre avec Picasso. Braque s'était installé à Montmartre en 1902. Il avait pris un atelier rue d'Orcel en 1904. Il résidait donc à quelques centaines de mètres du bateau Lavoir, rue de Ravignan, où s'était installé Picasso. Et donc là, vous avez Picasso évidemment devant, sur la place de- sur la rue de Ravignan. Et pourtant, il semble que les deux hommes ne se soient véritablement rencontrés qu'au début 1907. Donc, je vous l'ai dit, on a vu dans un carnet enfin de Picasso, mars-avril 1906, son désir d'écrire à Georges Braque. On sait aussi que Braque a envoyé une carte postale à Picasso de La Ciotat. Donc, ça montre quand même qu'il y a un lien comme ça, qui est en train de se faire, qui est en train de se tisser. L'un et l'autre savent qu'ils existent, vous voyez, mutuellement, avec comme ça, dans un coin de la tête, l'idée qu'il va falloir se rencontrer à un moment donné. De toute façon, ça se serait passé. Et c'est à l'automne 1907 qu'a lieu la rencontre au sommet dans l'atelier de Picasso. Voilà ce que dit Georges Braque. Ma véritable rencontre avec lui, ce fut dans son atelier au bateau Lavoir, devant les demoiselles d'Avignon. J'étais avec Apollinaire. J'ai connu là d'un coup l'artiste et l'homme, l'aventurier, dans l'œuvre qu'il imposait envers et contre tout, semble-t-il. On a parlé de provocation. J'y reconnus, moi, une impérieuse résolution, un extraordinaire besoin de liberté, affirmé là avec une audace, je dirais même une fougue tranquille, déjà sûre d'elle-même. Il dira aussi en double réaction devant les demoiselles, c'est comme si quelqu'un buvait du pétrole pour cracher du feu. Ce que, à la fois, il sait que Picasso n'est pas fou, parce qu'on dira, d'autres diront, je crois que c'est Kahnweiler qui dira, on le retrouvera pendu derrière ses tableaux. Pas vrai du tout, évidemment. Picasso n'a jamais eu rien de fou. Et Braque sait qu'est en train de se jouer là quelque chose, évidemment, dont on ne reviendra pas. Et oui, les Demoiselles d'Avignon sont l'œuvre clé de tout l'art moderne. On ne peut pas parler d'art moderne si on n'est pas passé. C'est vraiment un passage obligé que les Demoiselles. Donc, elles sont réalisées entre automne 1906 et hiver 1907 par Picasso. Ça fait 244 par 234 cm et c'est évidemment aujourd'hui à New York au musée d'art moderne.
Vous imaginez le choc. D'abord, on a encore aujourd'hui un choc quand on les voit en vrai. Moi, je les ai vus en vrai une fois dans ma vie. C'est quelque chose dont comment dire, ça bouleverse quand même de se retrouver encore aujourd'hui face à ça. De dire que plus d'un siècle après, on se dit que c'est évidemment incroyablement moderne. C'est durant le séjour à Gossol, village de Haute-Catalogne, que Picasso a eu l'idée de cette toile de grande dimension, mais finalement personne n'y était préparé. Il a multiplié pendant 6 mois les études, les esquisses, jusqu'à réaliser cette grande toile. Qu'est-ce que ça représente? Ben, en fait, des choses et rien. Ça s'appelle Demoiselles d'Avignon, Avignon n'étant pas Avignon du sud de la France, mais la Calle de Abigno de Barcelone, où se trouvaient des maisons de prostitution. Donc on peut deviner, elles sont en nu, que ces 5 femmes sont des prostituées dans une maison close, à l'intérieur de maisons closes, avec à droite et à gauche des draperies et également un fond de draperie. Ce qu'il faut savoir, et c'est intéressant de le savoir par des études préparatoires, Picasso en fait envisageait d'introduire 2 hommes. Un homme attablé, précisément un marin, d'ailleurs des études où Mac Jacob se sert de marin. Donc un marin attablé au milieu des femmes, il est le consommateur en fait de ces prostituées, et un étudiant en médecine entrant dans la pièce avec un crâne dans la main. Et donc un memento mori, une vanité, souviens-toi que tu vas mourir. Et certainement une mise en garde des dangers encourus à la fréquentation des maisons de prostitution. Et Picasso a éliminé ces 2 hommes. Et donc il élimine une connotation morale, il élimine l'éthique, il élimine le sujet pour ne plus garder que la peinture pure, parce que finalement, oui, des prostituées, mais on s'en fiche, somme toute. C'est pas ça qui compte. C'est la manière dont c'est peint qui l'emporte, évidemment, ici, avec 2 femmes au centre qui sont tributaires de Gossol, le nez, le sourcil et le nez dans le même prolongement, des yeux immenses. Elles sont taillées à la serpe. Alors, demoiselles, oui, mais quand on simplifie un corps féminin, il finit par ressembler à un corps masculin. Les bras levés comme ça avec les coudes en angle. Tellement dire de choses. Je vous ai cité le Gauguin en fait pour Braque. L'influence de Gauguin est considérable et les bois de la maison du Jouir, hein, rapportés par Henri de Montfred, sont absolument considérables. On a justement ces femmes avec ces coudes comme ça levés. Donc influence de Gauguin. Une femme intermédiaire à droite dont le corps est en partie recouvert par une draperie, mais déjà un visage masque. Très nettement, celle qui pousse le rideau. D'ailleurs, il y a cette notion de voyeurisme. Vous voyez, nous sommes spectateurs voyeurs de ce qu'on ne devrait pas voir, à la fois la prostitution, mais surtout cette peinture-là. Vous voyez, peut-on montrer cette peinture avec un visage masque et des hachures comme peut-être les scarifications des masques africains? Bon, l'influence africaine, elle est quand même évidente. Picasso, on aura tellement marre qu'on lui parle de l'Arnègre. Un jour, il dira, bon, l'Arnègre, on ne connaît pas. Picasso et Braque seront frappés par ce caractère conceptuel de l'art africain, détaché de l'apparence visuelle. Et puis la demoiselle en bas à droite, qui est de dos mais avec un visage de femme. Alors elle a connu une gestation très complexe, mais bon, on va dire qu'elle est ainsi, et un visage totalement masque, effectivement africain. Et puis une petite nature morte au premier plan, assez étonnante, vous voyez, presque naturaliste, bon, dans tout ça. Alors, Braque, il est sous le choc, hein, on le comprend. Pardon. Et il va s'essayer aussi à son nu, en fait, monumental, avec le Grand Nu, Paris automne 1908. C'est une huile sur toile qui fait 140 par 100 cm. Vous voyez, il n'avait jamais peint, en fait, dans ces dimensions-là. C'est aujourd'hui à Paris, au centre Georges Pompidou. C'est une femme debout ou allongée, allez savoir, parce qu'on peut être complètement en dessus, hein, en plongée vers cette femme. Donc soit debout, soit allongée sur un fond de draperie dont il est évident, hein, bon, voilà, ça parle de soi, que sans les demoiselles d'Avignon, Braque n'aurait peut-être jamais eu l'idée de peindre une chose comme celle-ci. On voit la volumétrie du corps, la géométrie du corps, le caractère sculptural également de ce corps, mi-féminin, mi-masculin, exactement comme les demoiselles d'Avignon. Il y a
et le visage masque, évidemment aussi, à la façon des demoiselles. C'est une œuvre qui montre à la fois quelque chose de statique et en même temps d'un mouvement, d'un dynamisme. Vous voyez que la jambe gauche de cette femme levée, il y a presque un effet de course. On se demande comment, mais presque un effet de course. Ça restera une œuvre isolée dans la recherche de Georges Braque qui va revenir très rapidement au paysage. Ça, c'est Picasso avec trois femmes qui est à Saint-Pétersbourg. Donc, à nouveau, cette recherche sur le corps féminin. Juste une chose, je ne voudrais pas trop détailler Picasso par rapport à Braque, mais on a trois corps, certes, mais une interpénétration des plans les uns dans les autres. Quand on descend, vous voyez, vers le bas du tableau. Et si je vous donnais que la partie inférieure du tableau, on serait quasiment dans une abstraction de plan géométrique. Il y avait ce danger de voir le cubisme glisser dans l'abstraction. Picasso et Braque auront toujours à cœur de réancrer le cubisme dans la réalité. Et puis aussi, voilà, Matisse avec son nu bleu, souvenir de Biskra, qui date de 1906. Mais voilà, je vous ai dit, ça reste isolé. Il a fait sa tentative de Demoiselle d'Avignon, mais il va retourner en fait à l'Estaque en mai 1908. Il va accentuer encore la construction de ces toiles dans un espace sans perspective ni lointain, avec un entassement, une superposition des plans, des figures géométriques, les unes par rapport aux autres. C'est le viaduc à l'Estaque à nouveau. L'Estaque, donc, été 1908, L'Huile-sur-Toile, et c'est à Paris, au Musée national d'art moderne. Les maisons ressemblent de plus en plus à des cubes. Elles n'ont ni porte ni fenêtre. Vous voyez, elles sont vraiment utilisées, non pas du tout dans un sens anecdotique, mais uniquement, en fait, pour leur forme. Et intéressant aussi de voir comment la végétation cherche sa place dans cette construction de plus en plus forte aussi de l'espace. Je pense que là, vous pouvez voir ce qu'est la perspective basculée. Je crois qu'on la sent quand même très bien. On a l'impression un peu d'un glissement de terrain ou de tremblement de terre, quelque chose comme ça qui tout d'un coup ferait voler en éclats ce paysage et ces habitations. Que j'aime ça. Maison à l'Estaque, été 1908, c'est à Berne, au Kunstmuseum. Vous voyez que la couleur tend à s'amenuiser. On a ces tons de brun ocre et tons de vert, ou aussi ces tons de grisé, mais vraiment une réduction évidente de la palette chromatique, qui se rapproche aussi de certaines œuvres de Cézanne. Donc ça, c'est toujours évidemment cette référence au maître d'Aix. Et puis, vous voyez que là, on a encore un ciel dans la toile précédente. Et ici, le ciel, en fait, va disparaître. Les formes vont envahir complètement la toile, remplir complètement la surface de la toile. Et Braque recherchera justement cet effet de surface. Il n'y a pas de perspective et qui sait pourtant si on sent la saillie, la volumétrie de ces maisons, cette projection aussi des formes vers le spectateur du tableau. Il y a deux messieurs qui arrivent un peu en retard, mais ils ont le droit. Ils ont peut-être cherché. Ça, c'est Braque. Ah, pardon, c'est de l'huile. C'est une huile sur toile. Braque toujours, maison. Quand ça sera Picasso, je vous dirai Picasso, bien entendu. Mais Braque, Maison et Arbre, en 1908. C'est une huile sur toile qui est conservée à Villeneuve-d'Ascq. Il élimine de plus en plus tout détail pittoresque. Il est allé absolument à l'essentiel, avec cette construction géométrique, ces arêtes aussi imbriquées les unes dans les autres, et ici une absence totale de perspective. Là aussi, couleur cézannienne, de ces ocres, de ces mauves violacés, que tout de suite, vous voyez, je ne vais pas revenir en arrière, mais je vous l'ai noté tout à l'heure, tout de suite, il adopte
ces tons de violine qui seront quand même longtemps une marque de Georges Braque. Et cette lumière, c'est incroyablement presque phosphorescent. J'ai l'impression que la lumière, elle est comme un projecteur. C'est bien ce qu'on est dans un studio photo. Là, on a l'impression de sorte d'éclairage comme ça par l'arrière en fait du tableau. C'est vraiment magnifique. Je sais pas, vous serez d'accord avec moi quand même. Ouais, bon, ça va. Ce sont ces toiles méridionales qu'il présente au salon d'automne et elles sont refusées. Peut-être que Matisse a joué un sale rôle dans ce refus en fait des œuvres de Braque au salon d'automne. Mais elles vont être exposées par Kahnweiler dans sa galerie de la rue Vignon du 9 au 28 novembre 1908 avec une préface d'Apollinaire. Donc je pense en fait que Braque finalement a tout gagné à ce refus au salon d'automne où les œuvres auraient été noyées en fait dans une masse. Vous voyez, encore une fois, un malheur devient finalement un promontoire pour Georges Braque. Bon, préface d'Apollinaire, évidemment, ça n'est pas rien. Ah, c'est l'éloignement du fauvisme. Il se dit qu'il a perdu en fait certainement un élève très très doué et il comprend pas en fait hein, cet éloignement par Braque du fauvisme. Effectivement, on n'est plus du tout dans l'étoile que je vous montrais tout à l'heure. On est dans la réduction de la palette chromatique. Bon, c'est des rivalités, c'est des jalousies aussi. Hein. À l'époque, les grands hommes ne sont pas dénués parfois de mauvais instincts. Et surtout, Louis Vauxhall, donc encore lui, hein, qui est quand même un génie finalement du compte-rendu, puisqu'il a inventé Fauve, il va inventer Cubisme. Donc dans son compte-rendu dans le Gil Blas, il écrit ce fameux article. Monsieur Braque est un jeune homme fort audacieux. L'exemple déroutant de Picasso et de Derain l'a enhardi. Il méprise la forme, réduit tout, cite, figure et maison à des schémas géométriques, à des cubes. Voilà le mot cubisme inventé. Et c'est d'ailleurs ce mot que Apollinaire va reprendre dans la plaquette de l'exposition. Picasso l'a enhardi. Alors, je vous ai montré les Demoiselles d'Avignon. Oui, il y a eu tout d'un coup comme ça un enhardissement peut-être, mais sauf que Picasso n'est pas là à ce moment où Braque présente ses œuvres chez Kahnweiler. Je vous montre les instruments de musique. Entre Paris et l'Estac par printemps, début été 1908. C'est une huile sur toile qui fait 50,2 pardon, par 61,2 cm et qui apparaît au centre Georges Pompidou. C'est un des premiers tableaux qui fait apparaître les instruments de musique. Ça sera égrené tout au long de la carrière de Georges Braque. Il était lui-même d'ailleurs un bon musicien. Il avait commencé par prendre des cours de flûte avec Gaston Dufy, qui est le frère de Raoul Dufy au Havre. Il jouera différents instruments de musique, guitare, accordéon, etc. Et donc il aura à cœur de représenter ces instruments durant toute son existence. Et c'est pas un simple motif en fait que l'instrument de musique, parce que c'est un rapport très fort à la musique. Il a noué une amitié très forte avec Erik Satie dans les années 20. D'ailleurs, Satie lui lèguera son piano. Et il travaillera beaucoup en musique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ça aura vraiment une importance considérable. Il travaillera avec Bach en particulier, hein, en fond sonore dans son atelier. Il a beaucoup collectionné des instruments de musique, donc c'est ce que l'on voit ici. Et bon, on s'approche quand même de plus en plus. Déjà, le mot est prononcé, un cubisme. Alors, ça n'est pas uniquement réduit en forme de cube, parce que vous voyez l'arrondi en fait du luth au premier plan, l'embouchure également de la trompette, mais on a quand même une réduction des formes à des masses, hein, de grandes masses effectivement synthétiques. Mais on va entrer dans le cubisme avec ce binôme Braque-Picasso sur lequel évidemment on a dit beaucoup de choses. C'est l'hiver 1908 qui marque le début d'une collaboration qui allait quand même durer 6 ans. Ils ont des tempéraments très différents l'un de l'autre. Picasso est doué d'une facilité que je qualifierais volonté de diabolique. Hein. Bon, moi j'ai une grande admiration pour Picasso, quelqu'un de très très rapide, fulgurant. Et si Braque est parfois le devancier dans quelque chose, hein, à inventer un procédé, Picasso saura s'en emparer en fait tout de suite et aller devant. Et Braque le reconnaîtra
Braque invente, Picasso s'en empare, il pousse la chose encore plus loin et Braque, ça lui permet d'aller effectivement encore plus loin. Ils travaillent ensemble et ils diront nous sommes comme deux alpinistes attachés l'un à l'autre comme deux compagnons de cordée. Il ne faut pas chercher à le voir comme ce qui aurait été une grande amitié puis finalement une rivalité parce que ils sauront reconnaître une fois quelques désaccords passés combien ça a été effectivement une union sacrée, combien ça leur a permis de, oui, encore une fois, d'aller plus loin et encore et encore et encore. Euh, Ils ont décidé de ne plus signer leurs œuvres à un moment donné. Voilà pourquoi ils parlent aussi d'être deux compagnons de cordée, donc de ne plus signer leurs œuvres sur la face. Maintenant, les marchands vont parfois, comme Kahnweiler, mettre les signatures au revers, parce que Kahnweiler a signé un contrat avec Picasso et un contrat avec Georges Braque. Et hélas, pour Georges Braque, c'est deux fois moins, en fait. Les sommes allouées pour la vente des tableaux est deux fois moins importante que celle qui est allouée à Picasso. Il y a cette modestie de Braque, il ne sait pas très bien comment et combien se vendre. Mais bon, Matisse a un contrat encore plus juteux avec Bernheim. Puis il aura aussi des sommes très très fortes allouées par des marchands russes, des collectionneurs russes. Bon, parmi les collectionneurs, Stokine et Morozov, même Picasso, il est battu à plat de couture quand on voit ce que le payent ces collectionneurs russes. C'est à partir de 1914 qu'ils vont recommencer à signer leurs œuvres au recto. Parfois, ils tourneront aussi la signature en dérision en ajoutant Picasso ou Braque à la façon des petites plaques de cuivre qu'on trouve dans les œuvres du Louvre, par exemple. Hein. Donc, voilà, pour tourner en dérision l'institutionnalisation du musée. Ben, je vous montrais quand même un peu l'un et l'autre. Hein. Pardon, excusez-moi. Alors, hop, non, voilà, si je m'embrouille, ça va être horrible. Hein. Ça, c'est Picasso, le compotier. C'est vrai qu'il y a une telle dépersonnalisation, parfois on les confond. Hein. Moi, je me suis trouvée parfois piégée quand j'arrivais dans un musée que je connaissais pas. Je me souviens d'avoir des étudiants derrière moi. Je suis au musée Pouchkine à Moscou et moi, je fonce devant une œuvre. Alors après, je ne sais plus si c'était Braque ou Picasso, mais je commence par faire tout un laïus sur l'un ou sur l'autre. Et puis, il y a un étudiant qui vient me voir, il me tape pas sur l'épaule, mais il me dit, mais madame, donc je vais parler de Braque, madame, c'est Picasso. Je dis, oh, voilà, la preuve hein, qu'on peut vraiment se confondre. Donc ça, c'est Picasso, c'est le compotier fruits et vers, Paris 1908-1909, ça à Saint-Pétersbourg à l'Ermitage. Mais je vous montre en fait le compotier voilà, de Braque, merveilleux. Paris hiver 1908-1909 et c'est conservé aujourd'hui à Stockholm. Ah, vous avez le droit de préférer Braque. Il y a quelque chose d'un petit peu éteint, en fait, chez Picasso. Et il y a quelque chose de complètement lumineux, presque solaire, en fait, ici, chez Georges Braque. Cette phosphorescence dont je vous parlais tout à l'heure, cette impression vraiment que c'est éclairé, vous voyez, pas seulement par la face, mais également par le revers. On le sent vraiment de façon fabuleuse ici. Il joue beaucoup justement sur cet éclaircissement de certains plans pourtant dans une palette chromatique très très mesurée. Bon, après la construction de l'espace, je pense que ça parle de soi. Le rapport aussi, toujours à Cézanne, évidemment, qui parle de soi. Une sensualité, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais bon, Picasso, qui sait s'il en a aussi, hein, mais ce sont, c'est une période pendant laquelle la sensualité, je trouve, de Georges Braque va aussi remarquablement s'exercer ici dans les fruits, dans leur rotondité, dans le charnel. Je n'irai pas jusqu'au sexuel, mais quoique, dans le charnel en tout cas, avec lequel le fruit et les fruits sont dessinés. Picasso va passer l'été 1909 à Horta de Ebro avec Fernando Olivier, c'est en Espagne. Ça sera un laboratoire expérimental, un tournant quand même capital pour l'œuvre de Picasso, avec une structure de plus en plus géométrique, de ces villages espagnols d'ailleurs qui le sont déjà, ces constructions en pyramide, cette abolition complète ici de la perspective une monochromie de plus en plus forte. Donc ça, c'est le réservoir à Horta de Ebro, 1909. C'est une huile sur toile qui fait 61,5
par 51,5 cm et qui est à New York. Le réservoir, c'est cette forme qui était circulaire, mais qui est traitée, vous voyez, en pans coupés, en arc de cercle, hein, qui se rejoignent dans le vin de l'œuvre. Il y a un effet du reflet des architectures dans l'eau. Et puis là, cette construction, comme un jeu de construction de cubes, bon, je crois que ça parle de ça. C'est pas très beau aussi. Et au moment où Picasso est à Horta, des Hébreux, Braque se trouve à la Roche-Guyon, au-dessus de la Seine, près de Mantes, où séjourna Cézanne en 1885, toujours allait mettre ses pas dans les traces de Cézanne, comme si Cézanne lui insufflait aussi une force comme magique. Donc là, c'est le château de la Roche-Guyon. C'est une huile sur toile qui fait 73 par 60 cm. C'est conservé à Villeneuve-d'Ascq. Et on a cette impression que la ville et le château montent, comment dire, à l'assaut presque hein, du paysage, de cette verdure vert émeraude, et toujours dans des effets de phosphorescence, avec pour le vert des frottis, on voit, et une touche directionnelle à la manière de Cézanne. Ça vraiment très nettement, oui, dans la partie supérieure gauche, cette direction, ces touches obliques sont vraiment totalement tributaires du travail de Cézanne. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont confronter leurs œuvres, qui sont peintes dans des endroits totalement différents, hein, l'un est à Horta des Hébreux et l'autre à la Roche-Guyon, ils s'apercevront qu'ils sont peints de manière très très similaire. C'est-à-dire que le cubisme ne dérive pas seulement de ce qu'on voit, hein, c'est une construction. Enfin, Léonard de Vinci disait Epitula è cosa mentale. Ben oui, la peinture est chose mentale. Le cubisme est complètement chose mentale. On va entrer dans le cubisme analytique, 1909-1912. Ça peut se définir. La forme est brisée en petits volumes, en facettes, en prismes. La multiplicité des points de vue, on l'a déjà vu avec les Demoiselles d'Avignon pour Picasso, la demoiselle en bas à droite qui est de dos mais avec le visage de face. J'aurais peut-être déjà pu le dire pour Braque. Hein, donc c'est profil, face, dessus, dessous, tout en même temps. Multiplicité des points de vue. La palette est réduite à une quasi-monochromie, avec quand même des variations de valeurs, des variations de ton pour qu'on puisse reconnaître quelque chose, c'est qu'on ne se perde pas dans l'abstraction, ça demeure ancré dans la réalité. Et puis, on le voit déjà là, la forme n'est plus cernée par une ligne de contour. Et avec le compotier, on voit compotier fruit, d'accord? Compotier, hein, il est quand même vraiment dans sa structure, et les fruits avec des lignes de contour. Vous les voyez? Bon. Sauf que la forme n'est plus cernée par une ligne de contour et elle va s'ouvrir sur le fond. Et donc, on va avoir une véritable interpénétration entre la forme et le fond. Et bientôt, on ne pourra plus distinguer la forme du fond. Là, ça marche quand même encore plutôt bien. Donc, Braque, magnifique, rock et violon, Paris début 1910. Ça fait 117 par 73 cm, ça montre quand même l'ambition hein, de Braque et Picasso, et c'est à Bâle au Kunstmuseum. C'est une des plus belles hein, pour moi, hein, vraiment, je la trouve somptueuse. Donc le violon, instrument auquel il est très attaché, évidemment cassé ici, à la façon de prisme, mais on en reconnaît l'essentiel. Vous voyez, il y a comme un souvenir de la volumétrie avec le corps même de l'instrument en arc de cercle. Bon, évidemment, le manche, les cordes, les ouïes qu'on retrouvera finalement comme un signe distinctif, les clés aussi. Le broc, je pense que vous le voyez. Et puis après, ça devient beaucoup plus difficile. Après, qu'est-ce qu'on distingue? Peut-être des moulures d'une pièce, vous voyez, cassées également. Mais qu'importe en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer ce que l'on ne voit pas, on ne va pas plus forcer son regard que ça. Moi, quand je donne des conférences, évidemment, je suis incitée à comme donner un mode d'emploi à tel ou tel tableau. Puis après, je m'en veux beaucoup. Parce que je me dis, faut surtout pas faire ça. C'est-à-dire qu'on est dans une plongée de quelque chose justement qu'on ne saisit pas toujours, qu'on ne comprend pas toujours. On n'a pas le début, la fin du tableau, on n'a pas la droite, la gauche, le haut, le bas. On n'a pas le mode d'emploi avec l'œuvre. Et c'est tant mieux. Il faut vraiment se laisser gagner par l'impression générale. Et là,
Pour moi, c'est une impression générale très très forte. C'est beau. Alors, je vous montre un peu de Picasso quand même. Mais pour rebondir sur Braque, hein, Femme à la mandoline de Picasso, Paris, printemps 1910, c'est dans une collection particulière. Et c'est une des premières œuvres où Picasso va utiliser la forme ovale. C'est Braque qui certainement a eu cette idée d'utiliser l'ovale, un peu à la façon des tableaux du XVIIIe siècle français. Et Braque est très attaché aussi à ce XVIIIe siècle français. Et puis parce qu'il trouve que on obtient d'autres effets, que c'est intéressant d'inscrire le cube dans la forme circulaire, dans la forme de l'ovale, que ça va effectivement jouer de façon très très forte. Je dis pas plus de choses que Picasso, je voudrais pas qu'il vole encore une fois la vedette à Braque. Et donc voilà, de Braque, femme tenant une mandoline. Paris printemps 1910, hein. C'est une huile sur toile qui fait 92 par 73 cm et qui est conservée à Munich. Vous voyez qu'on distingue encore des choses hein, quand même. On devine où est la chevelure, on devine où est le visage, peut-être un œil, le menton. On voit la ligne des épaules, le bras qui rejoint l'orifice de la mandoline, la rosace, l'autre bras, la main sur le manche. Vous voulez que je me lève ou pas? On peut faire la flèche? Bah, je fais la flèche. Oui, allez, on recommence. Chevelure, œil, nez, menton, cou, quelque part là. Pourquoi pas épaule, hein. Bras, rosace de la mandoline, bras, avant-bras, main, très nettement là, hein, sur le manche de la mandoline. Après, je ne sais pas, des petites choses comme ça superposées qui peuvent évoquer les partitions. Et puis, là, vraiment difficile évidemment d'en savoir plus sur l'environnement hein, de cette jeune fille. Et évidemment, dans une ouverture des plans sur l'espace et dans une monochromie qui, évidemment, fait s'amenuiser la lisibilité de l'œuvre. Mais on n'est pas dans l'abstraction, on reconnaît les choses. Ça, c'est Serré, été 1911, hein. Donc, c'est Picasso d'abord qui se rend avec Fernand Olivier dans ce petit village des Pyrénées-Orientales, bientôt rejoint par Mac Jacob et Braque. Je peux vous assurer que c'était assez explosif, hein. Bon, c'est pas l'entente cordiale, il y a des disputes. Bon, Fernand Olivier, elle trouve Mac Jacob insupportable parce qu'il n'arrête pas de se plaindre. Bon, c'est pas toujours facile. Et il y a une guenon dans tout ça qui s'appelle Monina. Je ne dis pas le bazar, hein, mais bon, qu'elle soit dans les singes. Et donc, voilà, il en aura plusieurs. Et là, elle s'appelle Monina. J'adore, c'est un joli prénom d'ailleurs, hein, donné à cette guenon. Euh, bon, ce qui est certain, c'est qu'ils arrivent quand même tous les deux à réaliser des prouesses, des œuvres d'une beauté absolument inouïe. Braque va introduire, Picasso les savoir, mais plutôt Braque, des mots, des lettres qui sont des lettres au pochoir, qui nous permettent en fait d'identifier aussi le sujet, de poser le sujet dans un cadre particulier. Là, on devine très bien valse. Donc c'est Braque, clarinette et bouteille de rhum sur une cheminée. La clarinette, vous la voyez? Hop, ici, clarinette, voilà. Donc là, les instruments de musique. Là, ça peut être c'est intéressant parce que c'est plutôt une volute de fauteuil, mais ça rappelle aussi vous voyez, la volute du manche du violon, bien entendu. Donc valse, hein, allusion à la musique. Euh, que dire de plus? Je ne sais pas. Rhum, R-H-U, la bouteille, donc elle doit se balader quelque part par là, vous voyez. Voilà, des mots à lire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est autant à lire qu'à voir. Ce sont deux exercices différents du cerveau et qu'on associe en fait dans une même image. La forme n'est plus cernée par une ligne de contour, autrement ça serait facile. Elle est complètement ouverte hein, sur le fond euh, avec ces, grands, ces grandes lignes directrices qui conduisent quand même notre regard.
Ça, j'aime énormément parce qu'on le retrouvera plus tard. Chez Braque, je pense aussi, mais d'abord peut-être chez Braque, il y aura des clous, il y aura des épingles peintes comme si on avait accroché quelque chose. Des effets de trompe-l'œil comme ça, quelque chose qu'on accroche à la surface de l'œuvre. Et c'est Braque toujours, et c'est le... Oh, faut pas que je me trompe, hein. C'est le bougeoir, ça? Oui, c'est le bougeoir. Le bougeoir, 1911, c'est à Édimbourg. 46,20 par 38,20 centimètres. Avec des éléments. Alors oui, oui, le bougeoir, bien sûr, il est là, ici, voilà, qui donne son titre au tableau. Donc ça, on va le reconnaître assez facilement. Après, c'est difficile. L'Indépendant, on est dans le sud de la France. J'en sais quelque chose, parce que moi, je suis aujourd'hui dans le sud. Je suis correspondante pour l'Indépendant, donc il existe toujours. Une pièce de 5 centimes. Une pipe, peut-être? Objet qui trône quand même en bonne place, dans beaucoup, beaucoup, j'en suis même sûre que c'est une pipe, avec un très long tuyau, quand même l'objet qui trône en bonne place dans les œuvres du cubisme. Tout ça ne peut pas flotter dans l'espace, donc il y a l'idée d'un guéridon, d'une table. Vous voyez l'arrondi ici, hein, de la table. On a quand même l'idée d'un support sur lequel tous ces objets peuvent tenir. Vous savez, le cubisme, c'est à force d'habitude. Je faisais une conférence sur Picasso mercredi soir. Ah non, c'était mardi. Ah oui, et mercredi, je faisais Cocteau et ses peintres, donc j'ai parlé de Picasso. Bon, j'ai décrit une œuvre cubiste, personne n'y voyait rien, et les gens m'ont applaudi comme une sorte de prouesse, mais c'est à force d'en voir et encore d'en voir. En fait, c'est un langage très limité. Donc le journal, le verre, le bougeoir, l'instrument de musique, etc., on finit par lire parce que, voilà, l'habitude. L'aficionado, non, pardon, l'aficionado, je respire, le portugais, on appelle aussi les migrants. Serré, automne 1911, début 1912. Huile sur toile qui fait 117 par 80 centimètres et qui est à Bâle, au Kunstmuseum. Avec un bal, là, très nettement, hein. Il y avait peut-être d'ailleurs grand bal derrière, ce qui est un D, donc les balles, ça c'est certain. Des tickets comme 0,40, un ticket peut-être pour aller au bal. Euh, on lit pas toujours toute, évidemment, l'inscription. Un personnage, on en devine vaguement l'architecture, les bras ici. Et ce que l'on va voir surtout, c'est l'instrument de musique, donc la guitare, la rosace, les, les cordes, le manche. En fait, on a des dissections de choses. C'est-à-dire qu'on a traité presque séparément la rosace, les cordes, parfois on a la portée, les notes de musique, hein, et le manche. L'hommage à Jean-Sébastien Bach, hein, hiver 1911-1912, huile sur toile qui fait 54 par 73 centimètres et qui est à New York au Metropolitan, non, au Musée d'Art moderne. Donc un hommage évidemment à un compositeur qu'il aime par-dessus tout. À la musique classique, ce qui échappe plutôt à Picasso, pourtant qui sait il collaborera avec d'immenses compositeurs, en particulier Stravinsky. Mais bon, il y a quand même une inclinaison plus forte de Braque à l'égard de la musique classique que qu'on voit chez Picasso. C'est beau, très beau en tout cas. Le cubisme, ça... On a déjà le faux bois. Alors, je pensais en parler un peu plus tard, enfin, là tout de suite. Mais effectivement, il apparaît déjà. Donc, en bas à gauche, on a déjà les effets effectivement de faux bois. Et c'est ce qui va s'accentuer avec le cubisme synthétique. Donc, on a une plus grande synthèse de la forme. Et on va avoir effectivement des effets de trompe-l'œil. Braque, suivi de Picasso, va utiliser des peignes, des vernis pour représenter les veines du bois. Donc, il s'était entraîné à ce procédé durant son apprentissage comme peintre en bâtiment. Et ils vont l'associer à des dessins au fusain ou à des collages aussi un peu plus tard. Et donc ici, en fait, c'est à Sorgues, durant l'été
automne 1912, où ils se retrouvent, Braque et Picasso, à nouveau ensemble. C'est vers bouteille et journal. Donc 1912, fusain et tapisserie en faux bois sur papier, 48 par 62 centimètres, et c'est à Bâle, à la Fondation Beyeler. Là, ce sont des collages, hein, donc des papiers faux bois. Au départ, Braque commence par imiter, comme ici, à imiter le faux bois, et puis ensuite, il va coller en fait des papiers faux bois sur, sur sa toile, pour souvent rendre le bois d'une table, ou pour rendre le bois d'un instrument de musique. Ici, avec journe, jour. Alors, c'est intéressant parce que c'est à la fois jour, le temps de le moment, le temps, la temporalité, et puis c'est aussi un morceau de journal, qui est une autre forme, évidemment, de temporalité. Ça, c'est très, très bon. Aria de Bach, 1913, collage, fusain, craie blanche sur papier. Ça fait 62,1 par 46,9 centimètres, hein. C'est à Washington, à la National Gallery of Art. Avec un jeu positif-négatif, hein, ce que fait aussi très très bien Picasso à ce moment-là. C'est que le corps, vous voyez, de l'instrument, donc là d'une guitare, dessiné en fusain, sur un fond peut-être, enfin, une cheminée, à moins que ce soit des châssis de tableaux. Et puis les cordes qui commencent dans le bas en fusain sur fond blanc et qui se poursuivent en fait ancrées sur fond noir, avec le papier faux bois pour rendre le bois de l'instrument de musique. Vous voyez qu'il simplifie aussi quelque chose d'une... Il décante, voilà, il décante son art à ce moment-là. Pas toujours, parce que ça c'est un peu moins décanté. Femme à la guitare, automne 1913, c'est réalisé à Sorgues. Lui, les fusains sur toile. Et c'est à Paris au musée Georges Pompidou. Avec le rêve, isolé, et sonate dans la partie inférieure. On devine un personnage, moi je sais pas, plutôt un personnage, ça s'appelle femme, hein, donc effectivement un personnage féminin. Il va jouer sur des analogies que Picasso crée remarquablement aussi entre les arrondis de l'instrument de musique et les courbes du corps féminin. Ce que peut être épaule, pourquoi pas un sein ici, le papier faux bois à nouveau, et le mot. Des effets faux bois très nets. Hmm. Violon et pipe, hein, s'appelle Le Quotidien, Paris après le 20 décembre 1913, fusain, craie et papier collé. C'est à Paris au Musée national d'art moderne. Parfois c'est un peu graveleux, voire pornographique, hein, je crois. Et cette œuvre-là, à n'en pas douter, en fait partie. Avant, avant son mariage, Braque est insensuel. Je sais pas, oh, c'est terrible pour Marcel, mais je sais pas qu'il le deviendra beaucoup moins après. Mais bon, je pense qu'il y a une jeunesse dans laquelle on s'autorise en fait beaucoup de choses, une exaltation du corps, et que ça transparaît très nettement aussi, façon cryptée et nette en même temps, dans certaines de ces natures mortes. Besoin d'être plus explicite. Vous voulez que j'explicite? Non. Si, ah non, m'obligez pas à dire ce que j'ai pas envie de dire. Ne mettez pas dans ma bouche. Oh, quand même, quand même. Oh, bah le cul quand même, hein, ça vous l'avez vu. Le cul, la pipe, le cul, la pipe, les fesses ou les seins, voilà, ça y est, c'est dit. Hop, c'est tout. C'est beaucoup pour l'époque, vous imaginez? Pardon? Ah, pornographique, pourquoi pas? On est en 1913, hein, c'est quand même c'est gonflé. Et à Sorgues, Braque a introduit du sable et de la sciure de bois et de la limaille de fer aussi.
Picasso, à nouveau tenté par cette matérialité, va à nouveau l'introduire dans ses peintures. Là, c'est, bon, croyez-moi sur parole, parce qu'évidemment, il faudrait être devant, il faudrait pouvoir toucher. C'est L'homme à la guitare de 1914 avec huile et sciure sur toile, et c'est à Paris au Musée national d'art moderne. Et des effets de pointillisme qui reviennent et qui vont aussi se développer à partir de 1914 dans les derniers avatars, je vais dire, du cubisme. La guerre, à l'annonce de la mobilisation, Braque travaille à Sorgues. Il remonte à Paris, Picasso l'accompagne avec Derain aussi jusqu'au train qui les emmène au front. Braque est affecté au 224e régiment d'infanterie comme sergent. Il va être envoyé dans la Somme à Maricourt, secteur où il restera 3 mois avant d'être déplacé en Artois, au nord d'Arras, pour préparer, enfin avec son bataillon, préparer une offensive à grande échelle. Et il est grièvement blessé le 11 mai 1915, évidemment, à Neuville-Saint-Vaast, avec des enfoncements du crâne par éclat d'obus. Il est laissé complètement pour mort sur le champ de bataille et il est ramassé par hasard, ça s'en est vraiment fallu de très peu, il est ramassé par hasard à la nuit tombée par des brancardiers. Un chirurgien de Dunkerque, dont on a conservé le nom, c'est magnifique, il s'appelait Deladrière. Merci, monsieur Deladrière. J'adorerais écrire, du coup, j'ai très envie d'écrire un jour un roman, avant toute chose, sur ce médecin qui sauve, qui nous sauve, Georges Braque, un chirurgien qui devait, comme beaucoup de ces chirurgiens de la guerre de 14, être quand même des as, on s'exerce à une chirurgie moderne. Et donc, il décide une trépanation et il réussit la trépanation. Braque ne reprend connaissance qu'après 2 jours de coma. Il se réveille le jour de son anniversaire. Il est 9 heures du soir, l'exacte heure de sa naissance. On n'y croit pas. Mais voilà, c'est dit ainsi, c'est ainsi, une véritable renaissance. Il ne se remettra peut-être jamais. En tout cas, il se remet, on va dire, pour pouvoir peindre en 1917 seulement. Parfois, on a voulu voir l'épisode de la guerre comme le point de départ entre la séparation de Braque avec Picasso, qui est espagnol. L'Espagne n'est pas engagée dans le conflit, donc Picasso est resté à l'arrière. Les choses sont quand même beaucoup plus nuancées. Lorsque Marcel, l'épouse de Braque, se rend pour la première fois au chevet de son mari blessé, son tout jeune épousé, c'est Picasso en fait qui l'accompagne. Elle a vraiment demandé à Picasso de venir avec elle. Et d'ailleurs, elle va dire à Picasso d'être le premier à entrer dans la chambre parce que comme on lui a dit qu'il avait été trépané, elle s'est dit qu'elle ne le reconnaîtrait pas, que le visage serait abîmé. Et elle pense qu'elle aura du mal en fait à accepter c'est comme une jeune mariée, enfin bon, elle épouse un homme beau de sa personne, etc. Et là, elle s'est posé des questions, somme toute légitimes. Et donc, elle a envoyé Picasso en éclaireur. Et donc, Picasso voit Braque et il revient vers Marcel en lui disant il va bien, il va bien. Voilà, son visage n'est pas touché, n'est pas atteint. Et les 2 hommes vont se revoir en 1915 dans une rencontre qui est pleine d'émotions. C'est cette même année que Picasso va apprendre la mort d'Eva Guel, qui est une femme qu'il a profondément aimée. Elle est morte de la tuberculose. Donc il y a une douleur aussi très, très grande chez Picasso. Braque ne parlera quasiment jamais de la guerre. Il dit il reste de ce no man's land mes souvenirs de soldats, me rappelant que c'est là qu'on voit les plus courageux. Il recommence à peindre à Sorgues en 1917. Il va presque reprendre son travail là où la guerre l'avait laissé, mais avec quand même des œuvres beaucoup plus colorées, beaucoup plus décoratives aussi. Il a la chance de retrouver des marchands, des marchands de nationalité allemande comme Kahnweiler, qui avait pourtant été obligé de se réfugier en Suisse avec d'ailleurs des biens saisis et peut-être des Georges Braque saisis. Mais après-guerre, il y a tout un groupe comme ça qui va se ressouder de marchands et de peintres. Il y a Léonce Rosenberg aussi, parmi les grands marchands de Braque. Léonce Rosenberg qui aidera énormément Georges Braque aussi à se remettre en selle.
Ça, c'est Joueuse de mandoline, 1917. Huile sur toile qui fait 92 par 65 centimètres. Vous avez une Villeneuve glace avec des couleurs fortes, joyeuses. Vous voyez, peut-être qu'il conjure hein, ce drame de la guerre hein, en faisant venir finalement des couleurs vives. Bon, le visage, encore le cubisme synthétique, c'est évident par ces grands plans unifiés de couleurs. Jouer sur le positif négatif avec les arcs de cercle de l'instrument et les mains et la rosace en blanc. Et puis un petit effet, je vous ai dit que ça apparaîtrait comme ça un peu pointilliste ou tachiste dans le centre de l'œil. On devine un bouton d'ailleurs, hein, comme point de repère. Elle est assise sur un fauteuil. Oui, l'arrondi du fauteuil vient se fondre aussi avec les arrondis du féminin. C'est beau, je trouve aussi vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. La musicienne, 1917-1918, c'est à Bâle, au Kunstmuseum. C'est de très grande dimension, 221,5 par 113 cm. C'est quand même une œuvre où éclate le bleu, blanc, rouge, hein, et donc comme une possible célébration aussi de la fin du conflit. Beaucoup quand même de bleu, blanc, rouge dans ces œuvres de la fin de la guerre, ou oui, de la fin de la guerre. Il va se réessayer aussi au papier collé. C'est son dernier chef-d'œuvre dans ce domaine, c'est Guitare et clarinette de 1918. Fusain, papier découpé, c'est à Philadelphie, avec du faux carton ondulé, d'ailleurs, pour la clarinette. Là, cubisme synthétique, c'est bien de montrer, même si c'est vraiment la toute fin, alors. Mais on comprend bien ce que ça peut vouloir dire, hein. Après l'analytique, le synthétique. Il ne poursuivra pas dans les papiers collés à de rares exceptions. Et on va passer à complètement autre chose, enfin complètement, tout est en filiation, hein, mais une autre page, 1919-1923, Nature morte, le chardin du cubisme, ça c'est André Salmon qui le disait ainsi. C'est vrai qu'il y a des petites allusions comme ça à Chardin dans ces Natures mortes de Braque. En 1919, il y a une grande exposition des œuvres de Braque dans la galerie de Léonce Rosenberg, avec ce genre de choses. Guitare et compotier. Huile sur toile qui fait 73,5 par 130 cm, qui est à Paris au centre Georges Pompidou. Il retrouve les anses d'avant-guerre. C'est un tableau qui, évidemment, reprend des codes du cubisme synthétique, mais dans quelque chose de nouveau, dans cette, comment dire, accumulation un peu aussi des choses à la surface du tableau et des éléments qu'on va retrouver continuellement. Peut-être les grains de raisin, la grappe de raisin, enfin c'est la grappe de raisin dans le compotier, vous allez voir, ça va devenir un leitmotiv. La clarinette, hein, toujours en bonne place à l'intérieur du tableau. Euh, des effets de ligne pour prendre peut-être les lambris d'une pièce. On devine aussi la table et son pied assez ouvragé, le plan de la table. Un autre instrument de musique ici, pourquoi pas la guitare. Ça, je ne sais pas. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Une brosse? Une brosse. Bon, oui, une brosse. Tout un jeu sur le motif hein, qui va s'accentuer aussi de ces effets comme ça de faux papier peint, petit pointillé, petite coup de pinceau rapide. Et voilà la grappe de raisin qui prend le dessus. Compotier avec grappe de raisin et verre, 1919. C'est une huile sur toile qui fait 43,5 par 55,5 cm, qui est aussi au- à Pompidou. Il reprend des choses qui existaient déjà au moment du cubisme. Le verre ici divisé en deux et
un cercle en fait qui représente comme le dessus du verre, donc on est en multiplicité des points de vue. Le compotier, c'est très net. Vous voyez qu'on revient aussi à une très forte volumétrie des choses et une lisibilité des choses. Et ici, la grappe de raisin. Des grands plans unifiés, le plan comme de la table ici en brun, des effets à nouveau de jeu sur le motif. Pas me répéter, hein, je crois que ça parle aussi un peu de soi, il faut se laisser un peu porter, pas forcément tout disséquer tout le temps, tout le temps. Compotier avec grappe de raisin et verre, c'est exactement le même titre, hein, et les dimensions sont quasiment identiques et c'est au même endroit, hein, c'est 43,55 et c'est également à Pompidou. C'est un peu flou. Oh, je suis désolée, c'est flou, c'est pas très beau, on va passer. Mais bon, on devine à nouveau le compotier, grappe de raisin, une chope ici avec l'anse de la chope. Toujours ce même vocabulaire. Ah voilà, on passe à ça. C'est mieux ça? Non, c'est aussi flou. J'en ai mis deux en fait, parce que je me suis dit que bon, elles sont aussi floues l'une que l'autre. Ici, Braque va s'engager dans des natures mortes qui regroupent des objets sur un dessus de cheminée, mais avec des sortes de superpositions comme ça très, comment dire, périlleuse. Donc nature morte sur une cheminée, 1920, avec l'utilisation du gesso, c'est une fine couche de plâtre séchée et lissée en fait jusqu'à en devenir très très douce, c'est ce qu'utilisaient déjà les primitifs flamands. Gouache, aquarelle, crayon de papier. Vous voyez, il multiplie aussi les vecteurs possibles à ce moment-là. C'est à New York, au musée d'art moderne. On retrouve le compotier avec les grappes de raisin, la guitare, la grappe de raisin d'ailleurs isolée, et puis des effets de faux marbre. Je vous les ai annoncés, donc il ne faut pas que je vous les manque. Je vous les ai annoncés dans sa formation, hein, donc il va se souvenir de ce qu'il faisait lorsqu'il était apprenti décorateur avec effectivement le faux marbre. Ça, c'est un choc vraiment terrible, enfin terrible, pas terrible, mais enfin vraiment boum. Quelque chose d'autre, c'est en 1922, hein, pourtant c'est 2 ans seulement après ce que je viens de vous montrer. Il expose au Salon d'automne de Canéfort. Ça crée une très grande surprise. C'est un retour à la figuration, un peu un retour à l'ordre aussi. Ce sont de grandes huiles sur toile. Ça fait 180,5 par 73,5 cm. C'est à Paris, à Pompidou. Ce sont des figures des femmes porteuses en fait de corbeilles. Elles sont peintes grandeur nature. Elles vont enthousiasmer les uns et vraiment tellement déconcerter les autres que parfois ça crée un hiatus, comme André Salmon, qui vraiment ne reconnaît pas du tout Braque, ne reconnaît aucune dignité à ses œuvres et qui sait pourtant si elles en ont. Ça se réfère aussi à ce que fait Picasso, les figures monumentales de Picasso dans les années 20, les grandes baigneuses monumentales, l'influence de l'art grec est évidemment très forte, l'influence de l'art romain aussi. Ce qu'on peut qualifié de néoclassicisme, un néo-classicisme. Des corps très charpentés, des visages un peu inexpressifs. Une quasi-monochromie, si ce n'est ce vert, vous voyez, phosphorescent, qui marque à la fois les fruits et les drapés, en fait, hein, de ces femmes. Moi, je trouve que c'est magnifique. Elle a été exposée au Grand Palais, là, c'est quand même très impressionnant. C'est vraiment très, très, très beau, je trouve. Toujours cette phosphorescence hein, dans les œuvres de Braque, hein, cette lumière qu'il arrive à trouver, qui est vraiment très unique quand même dans ces années-là. Hier, j'étais à l'orangerie, je regardais les dessins des années 20, on n'a pas du tout cet effet lumineux. On a quelque chose de très mat, un peu sec, hein, alors que chez Braque, pas du tout, du tout, du tout, jamais. Il revient à la nature morte, hein, ici avec fruits sur une nappe et compotier, 1925. C'est à Paris, au Centre Pompidou, à nouveau. Ça fait 130 par 75 centimètres. Avec ses effets de faux marbre dans des tons de vert. Donc, il s'essaie à une couleur très vive, presque éblouissante. Le compotier, grappe de raisin, les fruits. Bon, après, je vais pas tout décrire, hein, mais je pense que ça parle aussi
de soie, la table, le bout de nappe qui pend de la table ici, et puis là, évidemment, aussi la nappe blanche qui vient enluminer l'ensemble de ces motifs. Et vous voyez qu'il prend aussi une ligne de contour blanche pour les motifs, pour les distinguer et aussi les enluminer. Oh, ça, c'est merveilleux. Nature morte le jour, 1929, c'est à Washington, à la National Gallery of Art. Ça fait 115 par 146,7 cm. On disait Chardin, pourquoi? Parce qu'on retrouve le tiroir ouvert, vous voyez, comme chez Chardin. Chez Chardin, il n'y a pas un couteau qui en sort de cette manière-là, mais chez Chardin, c'est l'idée que une une main humaine a ouvert un tiroir pour en sortir un objet, l'a disposé sur la table. Et voilà, Braque fait cette citation vraiment très nette de la peinture française du XVIIIe siècle, avec un couteau qu'on peut voir, soit de façon très pragmatique, aussi évidemment comme un objet de vanité dans les natures mortes du XVIIe ou XVIIIe siècle. Le jour, encore une fois, le jour, l'opposé de la nuit, et puis le jour comme un morceau du journal, la pipe encore, les fruits, le broc, la, la guitare, vous voyez, des petites réminiscences évidemment cubistes, un florilège de jeux sur le motif, les effets faux bois pour la table et le faux papier peint pour le papier peint. Avec dans le papier peint aussi une allusion très nette à Cézanne. Des petits effets pointillistes, comme le vert justement, ici au centre de l'œuvre. Chez Vrac, il n'y a pas de rupture si brutale que ça. On est toujours dans une sorte de fluidité, de passage d'une période à l'autre, de continuité. Les ruptures sont plus brutales en apparence, en tout cas chez Picasso. La table ronde, 1929, c'est à Washington. Incroyable aussi, avec des motifs qu'on reconnaît. Une accumulation, une superposition sur une table, évidemment, tout dégringolerait dans la réalité. On a cette table un peu cossue, un peu bourgeoise, le couteau, les pommes, des livres aux partitions ouvertes, plutôt partitions ici au centre, parce qu'on a les papiers, l'instrument de musique, peut-être le bougeoir, peut-être d'ailleurs un petit peu de flamme. On serait quand même aussi dans un vocabulaire de vanité à la façon des vanités XVIIe, XVIIIe siècle, mais évidemment modernisée, transformée, métamorphosée même par Georges Braque. Il joue sur l'ouïe du violon dans la frise de la pièce, puis pour ses effets aussi fausse moulure. Il se souvient, je crois, d'autant plus de cette expérience de peintre en bâtiment, peut-être encore plus qu'au moment du cubisme finalement, dans ces années 20. Nature morte au citron, incroyable aussi de beauté, c'est dans une collection particulière. Le citron qui est emprunté à Manet, possiblement. Bon, Matisse l'a beaucoup utilisé, qui va revenir quand même à plusieurs reprises dans l'œuvre de Georges Braque. Oui, c'est très sobre, un mur avec simplement des effets de jonction d'éléments de bois et de baguettes. Le verre incroyable à la fois dans sa matérialité, mais aussi dans sa transparence. Le pichet jaune et noir, là, on ne peut pas plus contraster. Un jaune qui est équivalent au citron et les ombres noires justement autour du citron. La poire, par ailleurs. Un tissu blanc, encore une fois, qui vient complètement illuminer ces motifs. Et vous voyez comment le blanc est une rythmique aussi à l'intérieur de l'œuvre. Le petit bord blanc, le pichet, qui a en multiplicité des points de vue, et son contour, et ici, ce petit morceau. Voilà, enfin, vous voyez là, le long du citron et sur le verre, bien entendu. Et cette façon très particulière, encore une fois, de traiter la lumière. Jour, quand il met jour, c'est vraiment aussi une façon de traiter le jour dans la peinture. 1930 et la guerre. En 1930, Braque a acheté un terrain à Varangeville, en Normandie, sur lequel il va se faire construire une maison et un atelier par l'architecte Paul Nelson.
c'est un moment, pardon, assez singulier dans son œuvre. Il est influencé par le surréalisme, par le biomorphisme surréaliste. Donc, il introduit des formes sinueuses en métamorphose. Il a un tournant entre la rigidité géométrique et puis justement ces formes fluides, coulantes, parfois difficiles quand même aussi à identifier. Après, il n'est pas surréaliste. Il n'y a pas de, il n'y a pas besoin de faire le rêve, il l'a en soi. D'ailleurs, il nous l'a mis très tôt dans une nature morte cubiste, le rêve, mais il n'est pas dans la psychanalyse freudienne. C'est pas le genre à s'installer sur le divan. C'est l'inconscient, tout ça. Non, il est, c'est un terrien, hein, il est le rêve est ailleurs, mais d'abord il part de de la réflexion, de la solidité de la réflexion à partir du réel. Puis le rêve, ben, c'est le spectateur qui l'a finalement. Il n'a pas besoin de nous l'imposer comme un Magritte, un Dali. Oh, puis alors bon, je pense que de toute façon, se laisser embrigader par Breton, je pense que ça n'aurait pas du tout été dans sa nature, hein. Je veux dire, il refuse vraiment les embrigadements. Pardon, Grande nature morte brune, qui date de 1932, ici à Pompidou. Ça fait 129,5 par 195,5 centimètres. Je vous laisse un peu regarder, ils sont tout le temps décrits, disséqués. Superbe, ça, vraiment. Oh, mon Dieu. Ça, à Chicago, à l'Art Institute de Chicago. Femme au chevalet, qu'on appelle aussi écran vert, 1936. Lui sur toile qui fait 92 par 73 centimètres. Il y a des influences picassiennes, évidemment, dans la séparation d'une femme en deux, mi-profil, mi-face. D'un côté, la couleur de la coiffure comme un petit béret, et de l'autre, quelque chose de très années 30, d'ailleurs, entre 20 et 30, le petit bandeau, la fleur, la plume. Mais c'est aussi un buste, vous voyez, sur une sellette. C'est le modèle, pourquoi pas, la sublimation en tout cas du modèle pour la sculpture et la peinture. Le chevalet ici, bien évidemment, un broc, la palette, avec les couleurs primaires d'ailleurs, hein, le bleu, le jaune, le rouge. On a aussi cette séparation, vous voyez, comme d'un corps en deux. Moi, là, je vois une très nette influence de Picasso aussi, les portraits de Marie-Thérèse Walter, quand Picasso la rencontre, 27, 25, 26, 27, allez savoir. Elle avait un petit col Claudine hein, quand il l'a rencontrée devant les galeries Lafayette. Ça reviendra quand même beaucoup ensuite dans les œuvres de Picasso. Ils se regardent à nouveau, peut-être un peu en chien de faïence, mais quand même l'un l'autre, hein, se regardent, ils se quittent jamais vraiment de l'œil. Et là, ce jeu sur le motif du fond, papier peint, mais qui fait aussi penser évidemment à un grillage, une grille, pas un grillage, une grille, assez orientalisant, pourquoi pas, et toujours cette même phosphorescence et l'utilisation du blanc comme ça, comme soufflé de derrière vers le devant. Magnifique aussi, c'est le duo, toujours un peu selon ce même principe. 1937, c'est à, c'est à Pompidou. Une femme au piano, tout en ombre, sur un fond d'ailleurs de tableau, si bien que son visage devient comme un élément du tableau. Voilà, le piano, ça, je pense, en bonne place, avec la partition, vous voyez, blanche, hein, comme en réserve blanche. Et puis la, la chanteuse assise, on retrouve le petit col, façon col Claudine, toujours face profil. Vous voyez, il se cite hein, dans des tableaux évidemment très proches, mais ce sont des citations de lui-même, donc il reprend le motif précédent, mais dans une autre combinaison ici. Il va beaucoup combiner le motif du papier peint très envahissant et du tapis aussi avec ses effets de croisillon jaune, peut-être aussi référence à Picasso, motif de l'arlequin évidemment qui ne cesse d'être dans la peinture de Picasso. Nature morte avec fruits et instruments à cordes, donc il est toujours dans cette même recherche de la nature morte, un peu chargée, on a le droit de le dire quand même, c'est
un peu, voilà, comme s'il voulait en mettre et encore en mettre. On est en 1938. C'est une huile sur toile qui fait 114,3 par 145,5 cm. C'est à Chicago. Euh, oui, c'est quand même très luxuriant, hein, cocotier, raisin, jeu sur le motif, les nappes superposées, les papiers peints très envahissants aussi, les effets faux bois, bon, je sais pas. Le citron qui est évidemment aussi qui revient en force, ouvert comme dans des vanités, bon, d'ailleurs entier ou ouvert comme dans des vanités du XVIIe siècle, l'instrument de musique. C'est comme s'il avait voulu là signer quelque chose, peut-être de la fin d'une période où tout d'un coup, paf, on y fait tout entrer. Ah oui, à ce moment-là, oui. Oui, oui, non, il y a ces marchands. Oui, oui, il y a des sous, il y a de l'argent qui rentre, bien sûr. Bah, la maison de Varangeville, avec on fait quand même venir un architecte pour la construire, un architecte américain. Ça a coûté des sous, hein. Donc oui, oui, il a des marchands qui vendent très très bien sa peinture. Oui, mais comme Picasso d'ailleurs, hein. Sauf que lui, Picasso, il les conduisait pas lui-même, alors que Braque les conduisait lui-même. Picasso, il avait des chauffeurs. Une grande différence. Son fils, souvent, oui, il avait des chauffeurs aussi, Braque. Il avait des chauffeurs. Les années de guerre, donc 1939, avec la déclaration de guerre et la débâcle, évidemment, il n'est pas mobilisé, vous pensez bien. Et ça va provoquer en fait chez lui un repli dans l'atelier. Et c'est un coup dur parce qu'il ne s'est jamais remis de la guerre de 14, de ce traumatisme de la guerre de 14. Il va se réfugier avec sa femme Marcel à Varangeville. Et c'est aussi un repli qui marque un retour vers une certaine spiritualité, pas religion, j'aime pas non plus le mot de religiosité, mais une spiritualité qui lui donne aussi des forces en cette période difficile. Ces marchands, Paul Rosenberg, Léonce Rosenberg et Daniel Henri Kahnweiler, d'origine juive, sont inquiétés par le régime de Vichy. Paul Rosenberg va partir pour les États-Unis en 1940. Léonce Rosenberg doit fermer sa galerie et Kahnweiler est obligé de se cacher. Braque n'acceptera absolument aucune compromission avec l'occupant, euh, ni le régime de Vichy. Donc ça, il faut absolument le dire. Et il va peindre des vanités que ça, c'est pas possible. Donc ça s'appelle d'ailleurs Vanitas. C'est 1939. C'est une huile sur toile qui fait 38 par 55 cm, qui est à Paris au musée national d'art moderne, donc à Beaubourg, hein, le crâne, le crucifix, le chapelet, on peut pas plus vanité que ça. Et donc, vous voyez, rien ne dure, vanitas, tout est vanité, rien ne dure, tout est éphémère, la vie humaine, évidemment, le monde. Bon, ben voilà, il le dit à ce moment-là, dans cette tragique période de la guerre. Et durant les années de guerre, autre forme de vanité, il va peindre des natures mortes aux poissons. Ici, la carafe et les poissons, 1941. Ça fait 33,5 par 55,5 cm. C'est également un Beaubourg. Ça fait penser au repas de Maigre, par exemple, de Chardin, les harengs. Et avant même Chardin, les repas de Maigre de la vanité, la nature morte hollandaise ou flamande du XVIIe siècle, hein. Donc, repas de Maigre par opposition au gras et au mardi gras. Donc, on mange du poisson. C'est aussi, on n'a pas beaucoup de viande pendant la guerre, hein, donc on mange, même quand on est Georges Braque, donc on mange du poisson. Et ce sont des poissons remarquablement animés, poissons morts et en même temps remarquablement animés par la peinture. Pierre Reverdy dira: ces poissons noirs sont pour moi une forte et émouvante image que je n'aurais pu moi-même inventer ni porter à la lumière humaine. C'est le poisson christique aussi, hein, bien entendu. L'image du Christ revenant en période de guerre, soit la première ou la seconde, comme évidemment le sacrifice euh, primordial renouvelé par la guerre. Mais toujours cette lumière, hein, c'est jamais triste. Et dommage d'ailleurs qu'il ait cette pauvre image de Braque de quelque chose de triste, de noir, de sombre, parce que ça ne l'est jamais. C'est incroyablement lumineux. Le jour est toujours présent. Et nuit et jour, mais le jour est vraiment là. On ne sombre pas.
c'est beau, mon Dieu, que c'est. Les Poissons noirs, 1942, c'est à Pompidou aussi, 33 par 55 centimètres. C'est merveilleusement simple, hein. Avec la libération de la Normandie et de Paris en 1944, Braque va aborder un thème assez étonnant, c'est le billard. Il pratiquait lui-même le billard. Il avait une forme, voilà, célébration étonnante de la libération, mais ça lui revient. Lui, les sables sur toile, ça fait 130,5 par 195,5 cm. C'est aussi à Pompidou. Avec une table de billard, on a l'impression en même temps qu'elle est cassée, hein. Comme, voilà, un peu volée en éclats quand même par ces années de guerre. On a le bocal, les fleurs, dans une salle d'ailleurs qu'on devine, assez fermée, un peu cossue. Bon, la salle de billard, quoi. Et j'en ai une autre que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment superbe. C'est à Londres, à la Tate, celle-ci. Huile et sable sur toile, ce qui revient aussi au sablage. Ça fait 89,1 par 116,3 cm. Toujours cette lumière, hein, moi j'ai vraiment le nez dessus, mais voilà, enfin vous voyez quoi, c'est blanc qui illumine complètement les plans colorés et qui structure l'ensemble du tableau et qui permettent la circulation du regard aussi à l'intérieur de l'œuvre. Il va entreprendre encore plus étonnant. Au lendemain de la guerre, une série de chaises de jardin et de terrasses. Il y a eu ce retranchement, comme ça, ces années de repli de la guerre. On est plus à l'intérieur, évidemment, qu'à l'extérieur. Et donc, on célèbre le jour, vraiment retrouver l'air, respirer, voilà, on respire. Et donc, la respiration, elle elle s'incarne dans la chaise de jardin, avec des couleurs explosives. C'est 1947, celle-ci. C'est à New York au Metropolitan Museum of Art. J'adore. Plus sombre peut-être. La terrasse de 1948. Deux chaises, le broc, la table, dans un effet un peu plus sourd, vif et sourd en même temps. C'est tout un jeu sur le motif, c'est plus envahissant à nouveau. La série des ateliers, les oiseaux et les derniers paysages, 1949-1963. C'est en 1949 que Braque entreprend la série, la suite des ateliers. Il va y travailler 8 ans et concomitamment, il mettra en scène, en atelier, la série des oiseaux. On voit un temps de glissement comme ça, atelier, puis un oiseau, puis des oiseaux. Un oiseau dans l'atelier, puis des oiseaux. C'est 8 grandes toiles, hein, les ateliers, dont les 6 premières ont été réalisées entre 1949 et 1952 et les dernières entre 1952 et 1956. C'est le monde intime de l'artiste. Là, c'est atelier 5, donc il y a déjà un oiseau. C'est 1949-1950, c'est à New York au Museum of Modern Art. Ici, dans des tons de gris, assez sombre aussi. Ah, l'oiseau, vous le voyez, en envol. C'est à la fois, évidemment, que fait l'oiseau dans l'atelier, que fait ce symbole de liberté, que fait ce symbole de l'extérieur aussi dans, dans l'atelier. C'est la liberté peut-être de l'esprit de l'artiste, hein, toujours en envol, toujours en vol. C'est justement aussi faire de l'atelier un espace ouvert sur le monde, donc à travers oui, l'oiseau. Bon, après, on a une sellette, on a un broc, on a ce qui peut évoquer la palette, on a toutes sortes d'objets. Le bric-à-brac, c'est pas des bric-à-brac picassiens, ce sera toujours beaucoup plus rangé quand même chez Georges Braque, mais euh, bon, voilà, quand même, le monde mouvant de l'atelier, de recherche continuelle, continuelle, avec ces effets de stries, un peu comme un papier, vous voyez, qu'on aurait plié et déplié moins par avant, et il y a ces effets comme ça de stries verticales qui viennent rythmer
la composition. Celui-là, je l'adore vraiment. Parce que c'est beau, mon Dieu. Il est un peu flou, je suis désolée. Atelier 9, hein, 1952-1956. C'est à Bobo. L'oiseau qui est un peu éclaté de façon cubiste et qui se confond aussi avec une forme solaire. La palette. Un truc étonnant, c'est comme un bocal et un compotier dans le bocal. Hmm. Et donc là, les oiseaux, l'oiseau seul. Là, c'est l'oiseau et son nid, 1955. Lui, les sables sur toile. Les 130,5 par 173,5 cm sont des œuvres de grande dimension, très impressionnantes aussi. À Paris, au centre Georges Pompidou. Ils cherchent pas parfois oui, mais ici c'est pas l'idée de copier, vous voyez, le vol de l'oiseau, c'est pas des procédés cinétiques, c'est pas rendre le mouvement de l'oiseau en dehors d'un espace qui d'ailleurs demeure comme un espace clos et à nouveau l'espace clos de l'atelier. Euh, C'est difficile à interpréter, hein, ces œuvres et pourquoi ces oiseaux. Il dira: j'ai vu passer de grands oiseaux. De cette vision, j'ai tiré des formes aériennes. Les oiseaux m'ont inspiré. Je tente d'en extraire le meilleur profit pour mon dessin et ma peinture. Il me faut pourtant enfouir dans mes mémoires leur fonction naturelle d'oiseaux. Le concept même après le choc de l'inspiration qui les a fait se lever dans mon esprit, ce concept doit s'effacer, s'abolir pour mieux dire, pour mieux me rapprocher de ce qui me préoccupe essentiellement, la construction du fait pictural. L'oiseau comme un vecteur toujours de construction de la peinture. Les oiseaux avec une forme très simple, avec une forme très épurée, dynamique. Un nid, mais qui est aussi une forme solaire, hein, mais avec des œufs, mais qui fait, je trouve, penser, ouais, quelque chose de rayonnant. Vous connaissez peut-être à Tire-d'Aile, 1956-1961. Huile et sable sur une toile qui a été collée sur panneau. Ça fait 114 par 170,5 cm. C'est également à Pompidou, c'est peut-être un des plus lumineux, une des plus singulières également, avec un oiseau noir qui vient sur une forme noire, donc on sache très bien de quoi il s'agit. Et puis un petit rectangle, un peu comme un dédoublement, comme une sorte de tableau dans le tableau, un cadre blanc et un oiseau blanc, et qui est double en fait, opposé de l'oiseau noir sur un fond de noir et de bleu, comme évidemment le fond du tableau. Et Braque tira. euh, alors au bout, parce qu'il corrigera en fait, hein, il corrigera le premier jet par justement ce petit rectangle. Il dit: au bout de 4 mois, à l'observer chaque jour, à la vivre, donc la toile, je me suis aperçu qu'elle me devenait trop habituelle, un trop grand confort pour l'œil. Je me suis donc décidé à créer une rupture en peignant dans le bas gauche du tableau un autre oiseau délimité par une sorte de cadre rectangulaire blanc, le tout posé comme une estampille, un timbre même. En créant la contradiction et non le désaccord, tout le tableau vit d'une manière plus insolite. Il faut parfois de ces effets de surprise, ça empêche la routine de s'installer. C'est vrai qu'il détestait cette répétition. Vous voyez, il revient, mais sans que ce soit effectivement une routine, une facilité qui s'installe. Il refusait hein, vraiment la, la facilité. Et ça, c'est les oiseaux noirs, hein, 1956 à 1957. C'est à Paris, à la galerie Mag. Et en fait, c'est le début de la collaboration avec Saint John Perse. Donc, on va demander à Saint John Perse, c'est un couple hein, qui s'appelait Francis et Janine Crémieux, qui sont directeurs de la maison d'édition Au Vent d'Arles.
qui vont avoir cette idée d'un livre d'artiste, donc en demandant à Saint John Perse d'écrire des poèmes sur les oiseaux de Georges Braque. C'était pas évident du tout que Saint John accepte, hein, parce que c'est aussi un esprit très libre et très indépendant, et il a accepté. Oh, je vous en lis. C'est long, vous avez envie ou pas? Je sais pas. Un petit morceau? Oiseau, lance levée à toute frontière de l'homme, l'aile puissante et calme, et l'œil lavé de sécrétions très pures. Ils vont et nous devancent, eux. Ils, ils vont et nous devancent aux franchises d'outre-mer, comme aux échelles et comptoirs d'un éternel levant. Ils sont pèlerins de longues pérégrinations, croisés d'un éternel en mille. Et aussi bien furent-ils croisés sur la croix de leurs ailes. Nulle part portant bateau a-t-elle jamais connu pareil concert de voiles et d'ailes sur l'étendue heureuse. Avec toutes choses errantes par le monde et qui sont choses au fil de l'heure, ils vont où vont tous les oiseaux du monde à leur destin d'être créés. Où va le mouvement même des choses sur sa houle, où va le cours même du ciel sur sa roue, à cette immensité de vivre et de créer, dont s'est émue la plus grande nuit de mai, ils vont, et doublant plus de caps que n'enlèvent nos songes, ils passent, nous laissant à l'océan des choses libres et non libres. Ignorant de leur ombre et ne sachant de mort que ce qui s'en consume d'immortel au bruit lointain des grandes eaux, ils passent, nous laissant, et nous ne sommes plus les mêmes. Ils sont l'espace traversé d'une seule pensée. L'aconisme de l'aile, au mutisme des forts, muets sont-ils et de haut vol dans la grande nuit de l'homme, mais à l'aube étranger, ils descendent vers nous, vêtus de ces couleurs de l'aube, entre bitume et givre, qui sont les couleurs mêmes du fond de l'homme, et de cette aube de fraîcheur, comme d'un ondoiement très pur, ils gardent parmi nous quelque chose du songe et de la création. À partir du moment où on lit, on ne peut plus couper. Ça serait terrible. Donc, il faut se lancer dans le poème entier. C'est terrible de couper un poème. Il ne peint pas que des oiseaux et des ateliers. Il va revenir à son premier amour, le paysage. Il peint le mouvement aussi, hein, aussi. L'oiseau, c'est le mouvement, mais il peint le mouvement, la mobilité, l'espace. Je reviens à Van Gogh très très nettement. Euh, ouais, comme si on oubliait un peu Cézanne pour autre chose, pour quelque chose de très solaire, d'être vraiment happé par la lumière. Donc Champ de blé, vraiment le titre aussi, on ne peut plus Van Gogh. 1951, Ville sur toile, c'est à Chicago. Et La Sarcleuse, 1961-1963, qui est une huile sur toile qui fait 102,5 par 176,5 cm, qui est à Pompidou. C'est certainement sa dernière œuvre puisque c'est celle qu'on a retrouvée en fait sur son chevalet. À la fin de sa vie, il va peindre des charrues, des sarcleuses. C'est très Van Gogh aussi, bien évidemment, le champ de blé. On a même les effets de corbeau, hein, comme chez Van Gogh. J'étais là dans l'exposition Van Gogh. Je dis, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une merveille. C'est à tomber par terre. C'est un éblouissement du début à la fin. C'est extraordinaire. Et là, on voit bien c'est cet hommage vraiment rendu à Van Gogh à la fin de sa vie par Georges Braque, avec cette sarcleuse qui est quand même très, très funèbre sur quelque chose de très lumineux, mais qui peut faire penser au corbillard, oui, au corbillard, hein, au cercueil monté sur une charrette. Il dira à propos de ses œuvres, j'ai creusé mon sillon et j'ai avancé avec lenteur dans la même recherche, une ligne de continuité. C'est beau, hein? J'ai creusé mon sillon avec lenteur. C'est vrai qu'il n'y a pas de volonté de se presser chez Georges Braque. Le temps est le temps. On prend le temps on avance avec le temps.
Il meurt le 31 août 1963 chez lui à Paris. Les messages affluent et parmi ces messages, celui de Picasso qui se distingue puisque tous les messages vont parler de Braque au passé. Il y en a un seul qui va parler de Braque au présent, comme s'il était vivant. Il lui parle, c'est Picasso. Et c'est merveilleux, il lui dit, Braque, tu m'as dit un jour, il y a de cela très longtemps, me rencontrant en promenade avec une fille du genre de beauté qu'on dit classique, que moi je trouvais très jolie. En amour, tu n'es pas assez dégagé des maîtres. En tout cas, encore aujourd'hui, je peux te dire, je t'aime, tu vois que je ne peux encore me dégager. André Malraux ordonne des funérailles nationales, très particulières parce qu'elles vont se dérouler de nuit au flambeau dans la cour carrée du Louvre, en présence du cercueil recouvert du drapeau tricolore, de celui qui s'était honoré à la guerre de 14, qui d'ailleurs avait été décoré à la suite de son héroïsme. Est-ce qu'il aurait aimé? Ah, allez savoir. Il y a une archivina, si ça vous intéresse, je l'ai regardée, j'étais mis au large, j'allais chialer dans mon écran, c'était assez ridicule, mais bon, j'assume complètement. Donc c'est quand même vraiment très très beau à regarder. Et il est enterré dans le cimetière de Varangeville, comme il l'avait voulu, avec des oiseaux mosaïques, quelque chose de très très simple, très sobre, qui lui convient vraiment très bien. Georges Braque, 1882, peintre, 1963, et Marcel Braque, qui mourra seulement 2 ans après son mari, en 1965. Un an après sa mort, en 1964, la municipalité d'Argenteuil fait poser une plaque commémorative sur la maison de naissance du peintre, sauf que cette maison n'existant plus, la plaque n'existe plus non plus. Voilà. Elle a quand même organisé 3 jours de commémoration en l'honneur de Georges Braque. J'en arrive à ma conclusion. Braque aura développé de façon magistrale son goût de la recherche et de l'exploration, son sens inventif, ce renouvellement continuel des ressources de l'imagination, mais avec une telle discrétion, une telle modestie qu'il ne faudrait pas oublier son apport considérable à l'art moderne. Tout au long de sa longue carrière, pendant une 60aine d'années, Braque peint, dessine, sculpte et grave, avec une rigueur qui n'a pourtant rien de sec ou de mécanique. Il s'agit plutôt chez lui d'une exigence, d'une noblesse morale qui se confond avec une incorruptible conscience professionnelle. Ce qui frappe dans l'œuvre de Braque, c'est la conjugaison serrée qu'il fait du grandiose et du familier, de l'impérissable et de l'éphémère, du solennel et du quotidien. Son art est à la fois épanoui et inquiétant, serein et troublé. Puisqu'il disait que l'art est fait pour troubler, ne nous plaignons pas d'être à la fois déconcertés, troublés, enchantés. C'est tant mieux. Et encore une fois, prenons notre temps. La leçon des œuvres majeures est là. Merci de m'avoir écouté avec une telle attention.